donc, je vais commencer le 4e volet de mon cours sur la modélisation des écoulements à surface libre pour les grandes échelles, notamment pour les zones côtières. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au modèle qui s'appelle le modèle de Saint-Venant multicouche, mais de manière générale, c'est comment prendre en compte des effets de différence de vitesse le long de la verticale dans l'écoulement. Alors, je rappelle le modèle de Saint-Venant qu'on a dérivé au premier cours. C'est la partie en noir, d'accord? Donc la conservation de la masse et le bilan de quantité de mouvement que vous avez en noir. Et au cours de cette dérivation, on avait négligé deux termes qui sont donc la perturbation autour d'un écoulement qui est uniforme suivant la verticale. Donc U tilde, c'est la perturbation de U par rapport à sa moyenne. Donc on avait un terme comme ça qui était l'intégrale de U tilde croix U tilde. Et on avait un autre terme qui était la variation de la pression par rapport à la pression hydrostatique. Donc la pression hydrostatique étant... alors ça, c'est l'intégrale de la pression hydrostatique. Mais donc on a un terme ici qui est l'intégrale du gradient de la perturbation de la pression hydrostatique. D'accord? Donc c'est ces deux termes qu'on avait négligés lors de la première fois en faisant donc les hypothèses de vitesse uniforme suivant la verticale et l'hypothèse de pression hydrostatique. Donc dans ce cours, moi je propose de conserver l'hypothèse sur la pression hydrostatique, donc on va continuer à négliger le dernier terme. Par contre, on va s'intéresser à quelques modélisations et rentrer plus en détail sur certaines, c'est pas du tout une zoologie entière, donc quelques modélisations de ce terme-là. Alors là, on rentre dans des sujets qui sont un peu plus de la recherche actuelle. Il y a différents modèles qui existent et qui donne parfois des résultats similaires, parfois des résultats pas tout à fait similaires. Il faut voir ça un peu comme les méthodes numériques, c'est-à-dire que en fonction des applications que vous allez avoir des modèles plus pertinents que d'autres, soit parce qu'ils sont plus simples à résoudre et du coup moins chers numériquement, soit parce qu'ils permettent de rendre compte de l'ensemble des phénomènes que vous voulez représenter. Voilà. Alors, donc une des premières approches, c'est de faire des développements limités par rapport aux petits paramètres qu'on a, et en fait simplement d'aller plus loin dans les paramètres de ces développements limités. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que si on note petit a l'amplitude des vagues et grand H la profondeur moyenne de notre écoulement, en fait, on peut retrouver le modèle de Saint-Venant en supposant que petit a est très petit devant grand H. Donc en négligeant tous les termes jusqu'à l'ordre epsilon carré. Ok, donc ça c'était ce que j'avais fait ici. Voilà, c'est en supprimant cet epsilon carré là. Si on va au terme d'après, donc on fait ces développements et on garde les termes d'ordre 4. On va obtenir des modèles, donc notamment là il y a le modèle de Gaël Richard et de Sergei Gavrilyuk qui proposent des modèles un peu plus compliqués, mais on peut imaginer des modèles comme ça où on va aller chercher des termes d'ordre 6 etc. Une autre stratégie en fait, c'est de dire là, c'est plus du tout par asymptote physique en disant là, c'est simplement de voir que si on regarde ce qu'on a fait ici, on fait une analogie avec les volumes finis, on a simplement intégré, supposé que notre écoulement, notre vitesse, elle était constante sur une sorte d'élément sur ce qu'on pourrait représenter comme le volume de contrôle ici, même s'il est grand. On a supposé que c'était une constante. Et donc faire quelque chose un peu à la volume fini. Et ben on pourrait aller vers des choses qui sont un peu aux éléments finis avec des éléments finis d'ordre un peu plus grand. Donc supposer que la vitesse elle est P1 ou supposer qu'elle est P2 ou supposer une autre base et intégrer. Donc là on écrit une formulation variationnelle. Donc on suppose que notre inconnue U elle s'écrit comme une inconnue qui ne dépend pas de Z fois une fonction qui dépend de Z. Cette fonction ça va être, si je prends l'exemple qui est ici, ça va être d'abord une constante, après une fonction P1, après une fonction P2. Et sur cette base, tester en multipliant donc par ces éléments de la base, tester nos équations. Ok, donc là on tombe sur aussi une autre zoologie de modèles qu'on appelle les modèles VAM. Voilà. Moi, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est encore une autre approche. Là, c'est plutôt dans le sens où on va discrétiser suivant la verticale notre écoulement. Donc
on va se mettre une sorte de grille suivant la verticale, que vous voyez ici, là, qui sont présentées. Donc ces interfaces, elles sont a priori purement numériques, au même sens que quand vous avez un maillage, vous avez donc les interfaces entre les mailles de votre maillage qui sont pas physiques. Hein. L'écoulement n'est pas censé le voir. Et du coup, on va discrétiser notre inconnu, u de tx et de z, comme des fonctions u de tx qui ne prennent des valeurs que sur ce qu'on va appeler une couche, donc un élément 1 entre deux interfaces qui sont les états ici. Donc cette fonction-là, elle vaut 1 sur la couche i, et elle vaut 0 autour. D'accord? Donc ça me donne un maillage. Alors ce qui est un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire quand on intègre, c'est que là, le domaine lui-même varie. Donc c'est une fonction qui dépend, le domaine lui-même, c'est une inconnue qui est h. Voilà. Donc la seule condition qu'on va se poser sur cette intégrale-là, c'est que l'interface tout en haut, ça va être ma surface libre, et l'interface tout en bas, ça va être ma bathymétrie. Donc typiquement, ma surface tout en haut, c'est une inconnue elle-même. Voilà. Donc je vais faire un peu la même chose que ce que j'ai fait au premier cours, sauf que cette fois, je vais le faire à l'intérieur de chaque couche. Donc il faut s'imaginer, là, j'intègre donc d'une interface xi i-1,5 à une interface xi i plus 1,5. Donc si je reprends mon dessin, en fait, j'intègre d'une interface à l'autre, et pas sur la totalité de la colonne. OK ? Donc, je vais commencer par la contrainte d'incompressibilité, donc la divergence nulle. L'intégrale est nulle. Et je fais exactement ce que j'ai fait au premier tour. J'utilise la formule de Leibniz pour intervertir l'intégrale et la dérivée. Ça me fait intervenir les deux termes ici, qui sont les termes sur les bords. Et ici, forcément... si, c'est ça, pardon. Et l'intégrale de dz, qui, lui, me donne directement la vitesse verticale sur le bord. D'accord? Donc je les ai regroupés. Je fais exactement ce que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire rajouter à l'intérieur de ces grandes parenthèses l'évolution en temps de mon interface. Et ça, vous voyez, si je suis au niveau de la surface, ça c'est dt état plus u en état dx état moins w en état. Donc c'est exactement l'équation cinématique de la surface. Et du coup, à la surface, c'est nul. De même, ici, c'est l'équation de non-pénétration. Donc, au niveau du fond, ce terme-là est nul. Alors, le problème, c'est que là, maintenant, je n'ai pas supposé que ces termes étaient nuls. Ces interfaces, elles sont artificielles. Elles n'ont pas à empêcher l'eau de passer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre comme inconnus. Je ne vais pas garder tous ces termes-là comme inconnus. Je vais simplement dire que toute cette parenthèse, je vais l'appeler G i plus 1,5. Et G i plus 1,5 lui-même est une inconnue. Et il va représenter en fait les échanges de matière qui vont passer à travers cette interface. Ok? Donc alors il y a d'autres trucs que j'ai notés avec une notation assez classique. Donc l'épaisseur d'une couche, donc la différence entre zeta i plus 1,5 et zeta i moins 1,5, je vais le noter hi. Et la vitesse moyenne dans la couche, je vais la noter ui. Donc c'est ce qu'il y a ici. Hein. Ui c'est 1 sur hi fois l'intégrale de u sur la couche. Et h c'est la différence des interfaces, des hauteurs d'interface. Voilà. Alors, on a ces inconnus. Faut quand même se rappeler que comme en haut et en bas, j'ai mes conditions de non-pénétration et cinématique, j'ai que les échanges à travers la première et la dernière interface est nul. Ça va me servir. OK? Alors, je fais la même chose pour la deuxième équation. J'intègre la quantité de mouvement, ça fait 0. Et je fais une formule de Leibniz au niveau de la dérivée en temps. Ça me fait apparaître ces termes-là, les termes au bord. Je fais une règle de Leibniz pour la dérivée en espace, ça me fait apparaître ces termes-là. Et la dérivée suivant z, ça me fait apparaître ces termes-là. Donc c'est exactement pareil que dans le cas monocouche, hein, dans le cas classique simplement. Là, je mets donc en mettant u de zeta i plus 1,5 en facteur, on retrouve l'expression de l'échange de matière. Et donc, en fait, l'équation, ça me donne ui plus 1,5, la vitesse au niveau de l'interface, fois l'échange de matière. Et pareil, ui moins 1,5 fois l'échange de matière à travers la couche en dessous. D'accord? Alors, le problème, c'est que ce système-là, si je le regarde comme ça, bah, il est clairement pas fermé. Donc, j'ai deux L équations. J'arrive à écrire ces deux équations pour chacune des couches, L étant mon nombre de couches. Et au niveau du nombre d'inconnus, je vais avoir
les UI, donc les HI, pardon, ici, a priori, les UI, les vitesses dans chaque couche, donc l'épaisseur des couches, la vitesse dans chaque couche, mais j'ai aussi les échanges entre les couches. Donc là, j'en ai seulement L-1, puisque en haut et en bas, je sais que c'est nul. Et j'ai aussi la vitesse à l'interface entre les couches. Donc, a priori, j'ai 4L-2 inconnus, et du coup, mon système, il est clairement pas fermé. Sauf pour L égale 1. Mais c'est le cas que je sais déjà faire. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai dit que j'intégrais entre des interfaces, mais j'ai pas dit ce que c'était que les interfaces. Les interfaces, j'ai pas dit comment elles bougeaient. Elles pourraient bouger de manière quelconque ici. Donc, il va falloir se définir ces interfaces. Il va falloir dire comment évoluent ces interfaces. Et là aussi, il y a toute une zoologie de modèles. Une approche assez naïve, on va dire, qui a été pensée au début, c'est de dire, à la limite, j'ai envie que ces échanges soient nuls. J'ai envie de dire que ma couche, elle évolue au même rythme que l'eau. Donc, il faut imaginer que là, une particule d'eau, en fait, va déplacer l'interface comme si c'était la surface libre. Donc ça m'impose que mes flux au niveau de l'interface sont nuls. Alors, ça simplifie tous mes termes de droite, c'est super. Le problème, c'est que si on regarde ce système-là, pour un modèle avec de l'eau, donc une densité constante, il est toujours mal posé. Il est toujours non hyperbolique. Et une interprétation physique qui peut être discutable, mais une interprétation physique de dire ça, c'est que ces interfaces, elles vont chercher à se retourner par des instabilités de type Kelvin-Helmholtz. Alors, ce modèle-là, moi, il va pas m'intéresser, bon, parce qu'il est mal posé, mais faut savoir qu'il peut être intéressant quand même, parce que si on rajoute des termes, typiquement si ces deux fluides immiscibles, qui sont immiscibles à cause d'une tension de surface et à cause d'une différence de densité, donc le fluide du dessus est plus léger que le fluide d'en dessous, ce modèle peut retrouver peut être de nouveau bien posé, notamment pour des régimes relativement gentils, donc où il n'y a pas trop de cisaillement, c'est-à-dire où il n'y a pas trop de différence entre les vitesses UI. Et ça peut être intéressant, notamment pour modéliser des nappes d'huile, des nappes d'hydrocarbures, par exemple sur l'océan. Donc dans ce cas-là, un modèle comme ça peut être intéressant. Mais bon, il y a quand même quelques difficultés dans ce genre de modélisation. Alors, une autre approche, c'est un peu le pied de nez, j'allais dire, c'est de dire que, donc c'est une approche qu'on dirait un peu eulérienne, c'est de dire mes interfaces, elles vont être fixes. Donc, je vais me donner un maillage fixe, des lignes de niveau comme ça, qui ne sont pas forcément horizontales, mais qui sont fixes, qui ne bougent pas. Ou à la limite, qui bougeraient, mais de manière imposée. À ce moment-là, j'ai que l'évolution de mes hauteurs entre les couches ne bouge pas. Et du coup, les HI ne sont plus des inconnus. Donc les seuls inconnus de mon système, c'est le H total et les échanges entre les couches. Donc là, je retrouve bien pour 3 couches, je retrouve bien 3 inconnus, et du coup, a priori, j'ai le bon nombre d'inconnus. Alors la difficulté de ce modèle-là, c'est qu'en fait, la variation, si je ne fais pas bouger la dernière interface, l'interface la plus haute, l'évolution de la surface libre ici va être limitée au fait qu'elle ne peut pas vraiment couper cette interface. Donc, cette modélisation, elle marche, elle est pas mal, mais elle est limitée dans le sens où on ne peut pas faire des vagues quelconques avec. Et en plus, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire tendre le nombre de couches vers l'infini avec une discrétisation de plus en plus fine. Et du coup, on ne va pas pouvoir avoir un résultat de type convergence ou consistance. Mais bon, c'est un modèle qui marche assez bien, sinon, dans une certaine limite, enfin, pour des applications pratiques, ça marche assez bien. Après, on a une dernière approche qui, en fait, est basée sur une idée de prendre un maillage ALE, donc pour ceux qui connaissent les maillages ALE, Arbitrary Lagrangian Eulerian. L'idée, c'est de dire que cette fois, je vais avoir des couches qui vont se déplacer, mais elles vont se déplacer proportionnellement à la surface libre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épaisseur d'une couche est proportionnelle à la hauteur d'eau totale. C'est ce que j'ai noté ici. Hein. HI est égal à un certain LI. Donc les couches peuvent avoir tous un ratio différent. Le LI, là, ça va être justement ce ratio de la couche fois H. Donc ça veut dire que et LI n'est pas une fonction, est une constante. C'est ni de l'espace ni du temps. Voilà. Donc en faisant ça, en fait, les couches, elles vont se dilater, enfin s'écarter et se rassembler en suivant l'évolution de la surface libre. Alors ça, si on fait ça, on réécrit le système là où j'ai remplacé simplement les HI par des LIH.
Et donc, on voit ici qu'on n'a plus qu'une seule inconnue, quel que soit le nombre de couches. Enfin, on a toujours les UI, mais il n'y a plus tous les HI. Mais par contre, on a toujours les flux entre les couches. Voilà. Et ça, l'avantage de ce système-là, ça va être que, comme les LI ne dépendent ni du temps ni de l'espace, en fait, je vais pouvoir les sortir de ces dérivés et les passer à droite. Tac, je fais comme ça. Et là, on va voir... et là, du coup, en fait, ce terme-là, c'est exactement les équations de Saint-Venant. Elles ne sont pas couplées, elles sont découplées. Donc, c'est exactement les équations de Saint-Venant avec chacun une vitesse différente. Donc ça va nous servir à la fin pour faire du numérique. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, ok, j'ai toujours les UI plus 1,5 là, les vitesses à l'interface, elles sont toujours là. Et là, j'ai toujours trop d'inconnus en fait. Donc il faut d'abord que je trouve un moyen de déterminer ces vitesses à l'interface. D'accord ? Alors, pour faire ça, en fait, il n'y a pas trop de moyens. Là, il faut faire... ça peut être vu comme... En fait, ce terme de droite là, il peut être vu comme le flux à travers l'interface, le flux de vitesse à travers l'interface. Donc, la même manière que ce terme-là, une fois qu'on a discrétisé, il n'y a pas une manière unique. Il y a tous les solvers numériques que vous pouvez imaginer marchent. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit robuste, qui ait une certaine stabilité. Donc, pour ça, on va regarder les lois de conservation. Alors, la première, la conservation de la masse, on l'a gratuitement. Donc, si on somme sur les couches ici, on va avoir que ces termes-là, ça va faire ce qu'on appelle une somme télescopique. Donc, un flux d'une couche va s'enlever avec la couche d'au-dessus. Et du coup, en fait, ils vont tous se simplifier une fois qu'on aura sommé, et on aura simplement la conservation de la masse totale. OK ? Mais ce qui va nous intéresser plus, c'est la conservation d'énergie. Donc, si on suppose une vitesse à l'interface qui est de cette forme-là, alors là, pour expliquer cette forme, c'est quoi ? C'est la moyenne entre les deux couches, plus un terme ici qui va en fait dire est-ce que je prends la vitesse plutôt à droite ou est-ce que je prends la vitesse plutôt à gauche. Donc en gros c'est exactement le flux upwind qu'on peut utiliser typiquement quand on fait du transport, quand on fait une équation de transport. Alors le signe ici il dit si on se décale plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite, et on voit que ce signe on le prend par rapport au flux de masse. C'est assez logique, hein. C'est comme quand on fait un schéma upwind. On cherche à décentrer par rapport à où vient l'information. Et ensuite, ce lambda, là, c'est à quel point on doit décentrer. Donc, vous pouvez voir que si lambda est égal à 0, bon, c'est la valeur moyenne, c'est la moyenne entre les deux. Si lambda est égal à 1, par exemple, en supposant que G est positif, ce qu'on va avoir, c'est UI plus... On va retomber sur UI plus 1. D'accord ? Donc, lambda égale à 1, dans le cas où G est positif, ça nous décentre entièrement. Ça fait qu'on prend l'information que d'un côté. Voilà. Et si on prend des valeurs intermédiaires, on va prendre une valeur intermédiaire entre les deux valeurs. Voilà. Et donc, si le petit calcul qu'on va faire ensuite, il nous dit que si je prends lambda positif, à ce moment-là, je retrouve une conserve. Donc, lambda positif, ça me sélectionne une partie des vitesses, hein, ce n'est pas toutes les vitesses. Si je prends lambda positif, je vais retrouver une loi de conservation. D'ailleurs, c'est faux ce slide. C'est si lambda est égal à 0, j'ai une loi de conservation, et si lambda est strictement positif, je vais avoir une dissipation d'énergie. D'accord ? Excusez-moi. Alors, donc ça, on va donc la conservation de la masse, il suffit de sommer sur les masses, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, on va regarder la conservation de l'énergie mécanique. Donc, comme dans le cas monocouche, on commence par multiplier l'équation de conservation de la masse, oui, par le potentiel des forces, qui est égal. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du gradient, hein, je rappelle. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du gradient dans l'équation de moment. Donc, c'est toujours cette partie-là. Ça, c'est vraiment la force. Donc, le potentiel des forces, c'est la force est égale au gradient du potentiel des forces. Donc je multiplie ma conservation de la masse par ça et je définis l'énergie potentielle comme la dérivée par rapport à h de l'énergie potentielle est égale à mon potentiel des forces. Si je fais ça, exactement comme dans le cas monocouche, d'ailleurs vous avez vu, je travaille sur l'équation intégrée, hein, j'obtiens le flux d'énergie potentielle qui est égal au potentiel fois HU, plus le travail des forces ou la puissance des forces, plus exactement, qui est égal à le déplacement fois la force. D'accord ?
Ensuite, je vais écrire l'équation de la vitesse horizontale, mais sous sa forme non conservative. Je vais avoir besoin de la forme non conservative. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équation de dt-ui, et non pas l'équation de dt-hui. Donc ça, pour ça, je développe mon équation, mon terme de ma dérivée en temps. Donc dt de hui, c'est h dt-ui plus u dt-h. Ok, bon, j'ai des petits termes qui sortent, mais c'est pas très grave. Et là, je remplace mon dt h par ce qu'il vaut. Donc dt h, c'est moins div de hui plus les échanges de masse, ce que j'avais pas dans le cas monocouche. Ok. Et ce terme-là, exactement comme dans le cas monocouche, il apparaît aussi dans ce terme-là. Donc je développe ce terme-là pour faire apparaître du ui div de hui plus hui grade de ui. Ces deux termes-là se simplifient. Okay, et là, ces trois termes-là, on reconnaît quelque chose. Si on oublie un peu les ui, on reconnaît exactement la forme non conservative dans le cas monocouche. Ce qui me permet d'écrire à gauche là l'équation sur dt de ui. Okay, et ça me fait apparaître les flux pour l'équation UI, qui, vous voyez, la différence, c'est qu'il y a ces moins UI dedans. Donc c'est un peu pareil, sauf que les flux sont un peu différents. Les échanges de quantité de mouvement sont un peu différents. Donc maintenant, je regarde l'équation de l'énergie cinétique, dt de h sur 2 ui carré. Ce terme-là, je dis que c'est ui sur 2 dt de hui plus hui sur 2 dt de ui. Et comme j'ai l'équation sur dt de hui et l'équation de dt de hui, j'ai qu'à les sommer, enfin prendre leur moyenne si vous voulez. Et ça me fait apparaître la divergence du flux d'énergie cinétique, qui est en fait égal à, qui est cette forme-là, moins le travail. Alors le travail avec juste la vitesse ui, parce que là je suis encore que sur la couche, mais ça c'est le travail de la force avec le déplacement juste dans la couche ui. Ok, et les termes d'échange, où cette fois, donc c'est exactement comme ce que j'avais dans le cas UI, sauf que c'est sur 2 parce que là j'ai un sur 2. D'accord, donc je vais avoir la vitesse à l'interface moins la moitié de la vitesse dans la couche. D'accord, sur les deux côtés. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est que la somme sur les couches de ces énergies cinétiques parle avec mon énergie potentielle. Donc, je vais sommer sur les couches. Et donc, ça, c'est l'énergie cinétique totale. Donc, c'est égal au flux d'énergie cinétique totale, c'est simplement la somme sur les couches. Le terme de puissance des forces, bon, ça, c'est facile, puisque j'avais directement UI, ça me donne le U bar, la vitesse moyenne, donc ça me donne la puissance entière. Donc ça, c'est très bien. Ça a parlé à l'énergie potentielle, donc je suis content. Et au niveau des échanges d'énergie à travers les couches, j'ai juste la somme de ce que j'avais écrit tout à l'heure. D'accord? Ces termes-là, donc somme sur les couches des flux. Ce terme-là, je vais les regrouper en tous les termes qui parlent au même G. Donc on voit que quand i égale à 1, je vais avoir un i plus un g 3,5, et quand i égale à 2, j'ai un g 3,5 ici. Donc je regroupe tous ces termes-là. Ok? Ça me donne cette forme, donc j'ai plus qu'un g, j'ai plus les deux termes, j'en ai plus qu'un, puisque je les ai regroupés. Et si on fait le travail, ça me fait apparaître ce terme-là devant. Alors on voit apparaître, il n'y a plus que des UI plus 1,5, ça c'est normal, hein, parce qu'à chaque fois c'était UI plus 1,5 qui parlait à GI plus 1,5, UI moins 1,5 qui parlait à GI moins 1,5, donc ça c'est normal qu'il n'y ait plus qu'un terme comme ça. Et après, comme ici j'ai dû prendre le terme en I plus 1, ça me fait apparaître lui en I plus 1. Et c'est pour ça que j'ai des I plus 1 ici et ici. Ok? Donc maintenant, j'utilise la forme que je m'étais donnée pour la vitesse à l'interface, c'est-à-dire la demi-somme plus lambda fois la différence fois le signe de G. Ok. Ce terme-là, le premier, c'est une identité remarquable et il me fait apparaître la différence des carrés. Cette différence des carrés, elle va parler aux termes que j'avais déjà, donc ils vont se simplifier. Et il ne me reste plus que ce terme-là. Et ce terme-là, on remarque que il a été construit pour ça. Hein. Signe de G fois G, ça donne valeur absolue de G, c'est positif. Ce terme-là est positif. Ce produit est positif. Ce terme-là, c'est un carré, donc il est positif. Donc si lambda est positif,
à ce moment-là, grâce au moins ici, le terme en entier est négatif, et du coup, j'ai bien une dissipation d'énergie. D'accord? Donc ça me dit que j'ai besoin, pour calculer les vitesses à l'interface, je peux les prendre en décentrant, mais il faut les décentrer du bon côté. C'est exactement la même idée que ce que vous faites quand vous faites un schéma upwind. Voilà. Donc maintenant, on va parler de schéma numérique pour résoudre ces équations. Alors j'ai donc les équations, elles s'écrivent comme ça. Avec, j'ai pas réécrit la forme du UI plus 1,5, mais c'est quelque chose qui est décentré du bon côté. Ok? Alors on voit apparaître donc j'ai fait exprès de les séparer en gauche et à droite en vert et rouge là. On voit apparaître quelque chose qui est le transport horizontal, qui est simplement du sein venant, plus des termes d'échange verticaux. D'accord? Et l'avantage ici, ce qu'on va apparaître, c'est que les termes en vert, en fait, si je les regarde tout seuls, ils ne dépendent pas, un i ne dépend pas des autres i. D'accord? Donc en gros, je peux calculer les couches indépendamment. Et à droite, je n'ai pas d'opérateur en espace. Je n'ai pas de divergence ou je n'ai pas de dérivée en espace. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces échanges verticaux, je vais pouvoir les traiter par colonne. Ok? Donc je vais pouvoir faire un splitting entre la partie advection horizontale et échange vertical. Donc la partie horizontale, comme j'ai dit, c'est simplement du sein venant. D'accord? C'est rien de plus qu'une équation de sein venant avec la vitesse UI. Donc ce que je fais, c'est que j'applique le schéma que j'avais utilisé pour sein venant en monocouche avec une vitesse UI, ce qui va me donner plusieurs approximations de H. Alors il faut bien comprendre ici que ce HI n étoile, c'est une approximation de la hauteur totale, c'est une approximation de H, si toutes les couches allaient à la vitesse UI. D'accord? Donc là, le dessin il résume un peu l'idée. J'ai en bicouche, j'ai mes trois inconnus, H, U1, U2. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une condition initiale. Je vais prendre une condition initiale H avec la vitesse U2 uniquement. Et je vais calculer un H2 étoile, une approximation de H, H2 étoile, et U2 étoile. Pareil, je prends une condition initiale qui est de la forme H, U1, pas d'étoile d'ailleurs ici, il n'y a pas d'étoile, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des étoiles. Et je calcule, grâce à un schéma de sein venant, une approximation de H, H1 étoile et U1 étoile. D'accord? Ces deux H-là sont tous les deux des approximations de H au temps n plus 1, mais ne sont pas du tout, ne sont pas la même chose, n'ont pas le même résultat. Donc, alors, on va faire le code déjà de cette première partie. Comment ça marche? Donc, il faut se rajouter des paramètres, donc typiquement le nombre de couches. Bon, ici, là, j'ai mis 3, dans le dessin avant, c'était 2. Il faut se rajouter les L, donc c'est le ratio entre les couches. Donc, ce qui est important dans ces L, donc là, j'ai pris, donc voilà, on met les valeurs qu'on veut, ça, j'ai mis 1 partout, donc c'est homogène. Mais ce qui est important, c'est qu'après, je le normalise. Vous voyez, il faut que la somme des L soit égale à 1. Ça, c'est important, sinon le maillage, il ne veut rien dire. Donc là, j'initialise mes W, voilà. Donc le nombre dans le vecteur W, j'ai toutes les vitesses, donc n layers, plus 1 qui est l'inconnu H. D'accord? Donc mes inconnus, c'est H et HUI. Et donc maintenant, ma boucle en temps, cette fois, c'est donc pareil, j'initialise mon terme source, j'initialise un vecteur qui va représenter mon vecteur simplement HUI, d'accord? C'est pour ça là il est en N1, donc c'est pour sein venant c'est 2. Et donc là pour toutes les couches, j'ai initialisé un vecteur HUI. C'est exactement ce que je fais avec ce dessin quand je fais cette étape-là. C'est-à-dire que je commence par me créer le vecteur HU2. Ok? Pour chacun de ces vecteurs, donc pour toutes les couches, j'applique mon schéma volume fini que j'avais fait au dernier cours. Ok, j'obtiens une source. Quand j'ai fini entièrement cette boucle, pourquoi j'ai besoin de finir cette boucle? Parce qu'il faut qu'ils avancent tous au même pas de temps. Donc une fois que j'ai fini cette boucle, j'applique mon schéma d'Euler pour l'ensemble de mes couches. D'accord? Et ça, à cette étape-là, je viens de finir l'approximation que j'avais à la fin de mon dessin d'avant, H étoile, UI étoile.
HI étoile, UI étoile. D'accord? Donc j'ai plein d'approximations de H différentes. Et du coup, derrière, je vais commencer ce que j'ai appelé les échanges verticaux. Et on va en parler maintenant. Et à la toute fin, je fais les conditions limites. Alors, les échanges verticaux, le premier terme des échanges verticaux, il s'écrit comme ça. Donc, si je regarde la première équation, c'est H au temps n plus 1 moins HI étoile, donc dans la couche I, donc l'approximation que je viens d'avoir, est égale à delta t, puisque là c'était une dérivée en temps, de mes échanges. Ok? Et ça, je l'ai pour toutes les couches. Donc si je regarde, j'ai comme inconnu Hn plus 1 et les Gi plus 1,5. Donc ça, c'est un système linéaire avec comme inconnu Hn plus 1 et Gi plus 1,5. D'accord? Donc ici, j'ai L moins une inconnue et plus une inconnue. Donc j'ai bien L inconnue, L équation, un système linéaire. Ok? Bon, il se trouve qu'il est bien posé en plus, et il est même très facile à résoudre, puisque là encore, on peut se servir du fait qu'à droite, j'ai une somme télescopique, et du coup, si je somme sur toutes les couches, ces G disparaissent, les G disparaissent, donc HI plus 1, Hn plus 1, pardon, c'est simplement la somme, la moyenne sur les couches. D'accord? Et du coup, après, il suffit de partir de tout en bas. Quand on est tout en bas, le G 1,5, donc c'est le G au fond, on a dit qu'il était nul. Et du coup, je peux directement calculer le G 1,5 par rapport au I1, au H1, pardon. Et ainsi de suite en remontant. Donc les Gi plus 1,5, c'est Gi moins 1,5, sachant que celui-ci tout en bas je le connais, tout en haut aussi d'ailleurs, plus L fois la dérivée en temps, mais simplement dans la couche. D'accord? Donc c'est un système linéaire, mais il est extrêmement facile à résoudre. Je n'ai pas besoin de solver. Donc pour définir les sommes aux interfaces, on peut utiliser là aussi plusieurs schémas. Donc on pourrait faire un schéma centré, mais même s'il est implicite, le schéma centré, il serait uniquement stable sous une condition CFL. Comme nous, on a déjà calculé le pas de temps, on a déjà fixé le pas de temps à la première étape, on aimerait vraiment un schéma qui soit inconditionnellement stable sur cette étape, parce qu'on n'a pas envie de se dire « Ah, en fait, notre pas de temps, il est trop grand, et du coup, je suis obligé de revenir en arrière. » Donc, j'aimerais avoir un schéma inconditionnellement stable. Et pour ça, ce que je vais utiliser, c'est un schéma qui soit implicite et décentré. D'accord? Donc, le schéma implicite décentré, il est inconditionnellement stable. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des UIN plus 1 ici, UIN plus 1. Voilà. Et les max, là, donc ce truc-là, c'est le flux upwind. D'accord? Alors, le problème, c'est que ce schéma, il va nécessiter normalement l'inversion d'une matrice. Okay? C'est un schéma implicite sur un vecteur entier, ça nécessite l'inversion d'une matrice. Mais si on regarde cette matrice, en fait, elle est toujours triangulaire, elle est par bloc, elle est triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Alors ça, comment on s'en aperçoit? C'est à cause de ces max, en fait, les max et les min. C'est-à-dire que quand Gi plus 1,5, il est positif, ce terme-là est nul, et donc les U qui sont au-dessus vont pas dépendre de lui. Et inversement, si le G il est négatif, ce terme-là il est nul, et donc ça va séparer la dépendance entre les couches. Ok? Donc plus explicitement, donc si je réécris UI n plus 1 par rapport à tout le reste, donc ici j'ai des UI qui sont UI plus 1 et alors c'est pardon UI n plus 1 en fonction de UI plus 1 n plus 1 et UI moins 1 n plus 1, d'accord? Sachant que a priori ceux-là sont aussi des inconnus. D'accord? Donc je commence tout en bas, le U1. Alors j'ai supposé cette forme DG, mais normalement ça couvre tous les cas, ce que je vais vous montrer là. Donc il faut, là on connaît déjà les G, donc on connaît déjà le signe DG. Donc supposons qu'on a cette forme de G, et commençons tout en bas. Est-ce que je peux calculer U1? Donc si je regarde la couche tout en bas, U2 je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, parce que comme j'ai que G est négatif, le max entre 0 et G, il est nul. Donc j'ai pas besoin de U2 en fait. Donc ça, c'est pas grave. Et pareil, j'ai pas U0, d'ailleurs il n'existe même pas U0, mais comme G1,5 est nul, ce terme-là, il n'existe pas. Donc ce terme-là, il est nul. Donc en fait, U1, je peux le calculer. C'est simplement cette partie-là. D'accord? Bon, ok. Donc maintenant que je connais U1, je vais aller voir U2. Et si je regarde U2, lui, il dépend oui, c'est ça, U2. Lui, il dépend de U3 et de U1. U1, maintenant, je le connais. Je suis content.
il dépend d'un truc qui est là, hein, puisque cette fois, ce flux-là, il est positif, donc lui, il y est. Il est négatif, pardon, donc lui, il y est. Mais je le connais, donc c'est très bien. Par contre, là, j'ai 5,5, j'ai supposé qu'il était positif. Donc là, celui-là, il n'est pas nul. Et je ne connais pas U3. Donc ça, je ne peux pas le calculer, en fait. Bon, tant pis. Je vais aller voir le U3. U3, lui, il dépend de U4 et de U2. U2, dans cette direction-là, U5,5, je l'ai supposé positif, donc c'est nul. U7,5, je l'ai supposé négatif, donc c'est nul. Donc en fait, il dépend ni de U2 ni de U4. Donc je peux calculer U3. Et maintenant que j'ai U3, je peux revenir à U2, puisque ce terme-là, je le connais. Et du coup, c'est bon, j'ai l'expression. Et pareil, je peux calculer U4. Donc ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que en fait, il faut partir du bas. Et quand vous pouvez calculer la couche, vous la calculez. Si vous ne pouvez pas, vous continuez à monter. Jusqu'à ce que vous arrivez sur une couche où vous pouvez calculer. Et après, vous redescendez entièrement. D'accord? Donc ça, au niveau de la matrice, ça voudrait dire, est-ce que je suis triangulaire inférieur? Est-ce que je suis triangulaire supérieur, pardon? Et si je ne le suis pas, en fait, je continue à baisser jusqu'à être en bas de du bout de ma matrice qui est triangulaire inférieur. D'accord? Le problème, c'est que je ne connais pas les blocs a priori, donc il faut tester. Voilà, alors comment est-ce qu'on code ça? Eh ben, donc on a notre petite fonction sur les échanges verticaux qui prennent les WI. Alors je rappelle, les WI, c'est un vecteur avec partout les HI et les UI. Ok? Je commence par faire les échanges de masse, puisque j'ai vu que ça se calculait tout seul. Et ensuite, je fais les échanges en vitesse. Donc deux fonctions, l'une après l'autre. Donc les échanges de masse, on a vu que H n plus 1, c'était la moyenne des H. Donc j'écris simplement que mon grand H, qui va être le H n plus 1, c'est la moyenne des H. Donc la somme des LI HI. Voilà, ça c'est facile. Et ensuite, alors on peut s'apercevoir en fait que c'est jamais vraiment G qui est important, c'est le produit dt fois G. C'est les échanges de masse au cours du pas de temps. Donc en fait, ça sert à rien de diviser par le pas de temps pour après le multiplier. Et en plus, comme parfois le pas de temps est très petit, diviser par un nombre très petit, ça peut inclure des erreurs numériques assez grandes. Donc mieux vaut travailler sur l'inconnu dtg. C'est pour ça que j'ai appelé ça, cet inconnu, g fois dt. Ok? Donc je l'initialise partout à 0 et je dis que ce flux dans la première couche, enfin ce flux dans la couche I, L plus 1, c'est égal à ce flux au flux dans la couche L plus L fois la différence des H. Voilà, donc ça c'est assez facile, c'est juste simplement on part d'en bas et on monte et on calcule tous les G. Donc maintenant c'est la partie un peu plus compliquée, c'est pour calculer les UI. Alors donc l'expression c'est celle qui est là et en fait elle est directement écrite ici. Donc ça c'est simplement répéter, implémenter donc l'expression mathématique ici. L'important là-dedans, ce que je vous ai expliqué, hein, c'est qu'il faut parcourir les couches, calculer les couches dans le bon ordre. Donc ce qu'on fait, on initialise tout à 0 et on parcourt du bas, donc LP c'est en bas, et on va jusqu'à la dernière couche, et donc on monte couche après couche, et si le flux a le bon signe, donc si le flux est négatif, ça veut dire que je peux calculer, et en fait je calcule, en partant de la couche du haut, je calcule toutes les couches jusqu'à la dernière couche que j'avais réussi à calculer. Donc c'est simplement trouver le flux qui a le bon signe et revenir en arrière jusqu'aux couches où j'ai calculé. D'accord? Donc au final, il faut réussir à se convaincre que c'est le bon parcours des couches. C'est pas facile à faire du premier coup, mais toujours est-il qu'une fois qu'on a réussi à trouver le bon ordre des couches, ça se calcule très facilement. Voilà, et du coup j'ai fini. Alors juste avant de passer aux références, je vais juste montrer quelques simulations. Donc, alors je vais, si j'ai, hop, voilà mes paramètres. Alors, non, est-ce qu'on voit? On voit presque. Donc il y a un petit bout qui est coupé, mais c'est pas très important. Donc ça c'est le nombre de couches. Donc là j'ai mis que 2 couches. Pour réussir à comprendre. Et ça, c'est ma condition initiale. Donc ma condition initiale, c'est une rupture de barrage avec H égale à 1 H égale à 1 à gauche, H égale à 1,5 à droite et des vitesses nulles. D'accord? Des vitesses nulles dans les 2 couches. Donc si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Alors en rouge, vous avez le résultat analytique pour un Saint-Venant monocouche.
Donc on voit la détente et le choc. Donc le rouge qui est ici, il ne veut rien dire, hein. Il n'existe pas. Et en bleu, vous avez la solution du multicouche. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, donc modulo, à la différence de la diffusion numérique, en fait, je retrouve exactement le même résultat. Donc ça ne sert pas à grand chose. Et ça, c'est assez normal. Le sein venant, si on part d'une hypothèse où les couches vont toutes à la même vitesse, et en fait, le modèle sein venant monocouche, il donne le bon résultat. Donc on ne s'attend pas à un résultat différent. Donc en fait, le modèle multicouche ne sert que s'il y a quelque chose qui crée des vitesses différentes entre les couches. Mais de base, lui, il n'en crée pas. Alors, ces termes qui vont créer des vitesses différentes entre les couches, c'est assez simple, hein. Vous pouvez avoir un obstacle, par exemple, un obstacle qui qui monte pas jusqu'en haut. Lui, s'il est très droit, alors c'est pas dans la modélisation de base, hein, mais s'il est très vertical, on peut modéliser ça comme un terme qui va interagir sur la vitesse au fond. Et sinon, de manière plus générale, il y a le frottement sur le fond qui va interagir uniquement sur la couche du fond, et l'effet de vent, donc le vent qui va accélérer uniquement la couche de surface. D'accord? Donc ça, c'est des trucs que j'ai pas dans le modèle de base, qu'il faudra ajouter, des petits termes sources qu'il faudra ajouter, mais qui se rajoutent assez facilement. Alors, si cette fois, je prends une condition initiale, donc vous la voyez là, hein, la condition initiale, elle a la même hauteur d'eau, et à gauche, je vais mettre une vitesse de -1, alors je ne sais plus si c'est sur le dessus ou sur le dessous, et de 1 de l'autre côté. Donc en fait, ça fait qu'à gauche, j'ai un cisaillement entre les deux couches, et à droite, j'ai pas de vitesse du tout. Donc à droite, c'est au repos, et à gauche, j'ai une vitesse qui s'annule. Donc cette condition initiale, elle peut pas se représenter par le monocouche. Dans le monocouche, on aurait tout moyenné, et du coup, j'aurais quelque chose qui est 0 partout en vitesse. D'accord? Donc si je prends cette condition initiale, je relance mon code. Qu'est-ce que je vois apparaître? Donc en rouge, vous avez toujours la solution du monocouche, là qui prend la vitesse de la première couche, bon, qui n'est pas forcément très pertinent le monocouche. Là, ce qu'on voit apparaître, donc en bleu, c'est une partie où l'eau plonge. Alors là, donc la condition initiale, ça doit être la couche du dessus qui va vers la droite et la couche du dessous qui va vers la gauche. Donc ce qu'on voit, c'est que l'eau plonge et crée un trou, et de l'autre côté, on va avoir une bosse. Okay. Alors, ce qui est intéressant de dire au niveau de l'analyse de ça, c'est que on voit en fait 3 ondes. Au sens de l'hyperbolique, on voit apparaître 3 ondes. Donc, qui sont probablement les deux extérieures qui sont probablement des détentes, et celle du milieu qui est probablement une discontinuité de contact, mais qui a beaucoup diffusé. C'est de la diffusion numérique, très probablement, le fait que ce soit pas droit. D'accord? Et ça, le fait qu'on ait 3 ondes, c'était pas possible avec le modèle monocouche. Le modèle monocouche, on a étudié, hein, en 1D, comme ça, il n'a que 2 ondes. Il n'aurait pu créer que 2 ondes sur un problème de Riemann. Là, on a 2 couches, donc 3 inconnus, et du coup, on peut avoir 3 ondes. Voilà, si on prend plus de couches, on aura plus d'ondes en fonction des conditions initiales. Voilà. Donc, pour conclure, les choses que j'ai pas dit et qui seraient intéressantes d'étudier dans ce sens-là, c'est les effets donc des sources qui vont créer la différence de vitesse entre les couches, donc les effets de friction au niveau de la bathymétrie, le vent et les effets visqueux qui vont créer aussi une relaxation des vitesses entre les couches l'une vers l'autre. Il y a l'analyse du problème de Riemann dans le cas multicouche. Alors en fait, ça c'est un problème vraiment pas mal compliqué, mais qu'on a fait dans le cas bicouche. Dans le cas plus de couches, ça devient vraiment très compliqué, mais c'est quand même une question intéressante parce que si le problème n'est pas hyperbolique, d'une certaine façon, il n'est pas bien posé. Et du coup, il faudrait quand même s'assurer que le modèle est bien posé. Et ensuite, il y a le schéma numérique que je vous ai montré. Donc on peut montrer pour un solver type HLL qu'on a la positivité, la consistance et la dissipation d'entropie. Mais là, je ne l'ai pas fait, ça serait bien de voir. Voilà, et là, vous avez l'ensemble des références que je vous ai données. Je vous remercie.